Bonjour à tous. Bienvenue dans l'atelier vers des quartiers bas carbone. Alors, de quoi s'agit-il? Après un PNRU traitant principalement les bâtiments, le nouveau PNRU a l'ambition de contribuer à la transition écologique des quartiers dans leur globalité. Partons pour un tour d'horizon des démarches en cours, des freins et facteurs clés de réussite pour tendre désormais vers des quartiers pleinement bas carbone. Alors, cet atelier a été préparé par Jean-Benoît Cariou, chargé de mission innovation et transition écologique à la direction de la stratégie et de l'accompagnement des acteurs de l'ANRU. Il est le modérateur de cet atelier. Vous pouvez intervenir et poser vos questions aux intervenants pendant toute la durée de l'atelier, qui durera 1 heure, via le fil de discussion que vous trouverez à droite de votre écran. Alors, nos intervenants, que je suis très heureuse d'accueillir, je serai l'animatrice de cet atelier. Nous avons, par ordre d'apparition, Thibaut Aguilé, géographe urbaniste, consultant en urbanisme durable chez Indigo. Pour la ville de Lille, une intervention à 2 voix, Hélène Singer, chef de projet qualité résidentielle durable à la direction Habitat et Risques, et Ophélie Bagné, chargée de mission innovation et renouvellement urbain à la direction de projet du renouvellement urbain. Florian Rollin, associé fondateur de la SCOP Caribati, et enfin Baptiste Fournier, ingénieur recherche et expertise à la direction énergie-environnement du CSTB. Alors, Thibaut Aguilé, je vais maintenant vous donner la parole. J'aimerais que ça avance. Voilà, non, j'arrive pas à faire avancer le diaporama. Thibaut Aguilé, vous êtes géographe urbaniste, consultant en urbanisme durable chez Indigo. Vous intervenez à l'échelle du projet urbain dans le cadre de stratégies environnementales, de déclinaison opérationnelle et de projets de maîtrise d'œuvre, en privilégiant une imbrication forte entre les choix programmatiques et les partis pris de conception. Vous coordonnez par ailleurs un projet de recherche et développement appliqué portant sur l'urbanisme bas carbone, nourri entre autres par l'AMO Carbone-Climat de la ZAC Gare des Mines à Paris. Alors, Indigo, c'est une société de conseil et d'ingénierie dans les domaines de l'environnement et du développement durable. Depuis 30 ans, Indigo accompagne les acteurs publics et privés dans leur démarche de transition écologique et énergétique, de la définition de la stratégie à la mise en œuvre effective à toutes les échelles. Vous allez nous présenter le nouveau carnet de l'innovation qui a pour titre Performance énergétique et environnementale dans les quartiers en renouvellement urbain. Donc, approche énergie carbone dans les projets, puis un cadrage de la notion d'empreinte carbone d'un quartier, d'un projet de rénovation urbaine. Thibaut Aguilé, c'est à vous. Très bien, merci. Effectivement, donc l'introduction de cet atelier, en fait, mon intervention est plus une introduction des différentes interventions qui vont venir après, pour vous parler du nouveau carnet de l'innovation publié par l'ANRU, qui porte donc sur cette approche bas carbone à l'échelle des quartiers de renouvellement urbain. Donc, pour comprendre comment on en est arrivé à la production de ce carnet, il faut remettre quelques éléments de contexte très rapidement. On le sait, la question des émissions de gaz à effet de serre est une problématique majeure depuis maintenant de nombreuses décennies. Pour autant, l'évolution ne va pas vraiment dans le bon sens en matière d'émissions, hein, on le voit quotidiennement, ce qui fait qu'il y a eu sur la période récente, depuis 2015 notamment, une évolution de la législation pour faire évoluer les politiques publiques et mieux prendre en compte cette question de la maîtrise des émissions carbone. Donc en 2015, il y a eu la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a contribué à la mise en place de la stratégie nationale bas carbone, qui donc à l'échelle française est ce qu'on pourrait appeler une scénarisation d'une transition vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc cette stratégie nationale bas carbone vise une neutralité bas carbone en 2050, ce qui, on l'imagine bien, nécessite une rupture conséquente en matière de paradigme, hein, de politique publique au sens large, et notamment en matière de projet urbain, donc un changement de paradigme à intégrer dès maintenant dans les différentes approches urbaines, architecturales, paysagères que l'on peut développer. J'insiste sur cette notion d'approche architecturale, urbaine, paysagère, puisque l'échelle du quartier a un rôle majeur à jouer en matière de transition vers la neutralité carbone, puisque le quartier, c'est un espace privilégié d'interface entre les choix de conception d'une part, architecturale, urbaine, paysagère, environnementale, et les choix de programmation qui vont avoir un impact sur les modes de vie, les pratiques, les usages,
qui ont évidemment un impact significatif sur les émissions carbone à l'échelle nationale. On le verra un petit peu tout à l'heure. Donc, l'échelle quartier, c'est vraiment une échelle qui est pertinente pour développer une approche bas carbone, et c'est particulièrement vrai à l'échelle des quartiers de renouvellement urbain, à différentes échelles. D'une part, à l'échelle territoriale, puisque les dynamiques de renouvellement urbain et toute l'approche mise en place par l'ANRU, en fait, travaillent déjà sur des logiques de gouvernance qui favorisent le décloisonnement des approches. Et on sait aujourd'hui qu'il est primordial de travailler en transversalité pour réussir, en fait, une transition vers le bas carbone. Ce décloisonnement des approches, en plus, il permet, en fait, une montée en compétence des différents acteurs, une massification, une réplicabilité des solutions qui sont proposées. Ça permet vraiment d'ouvrir les différentes portes et de mettre en relation les différents services. Toujours à l'échelle territoriale, l'approche bas carbone, c'est aussi une opportunité de création de valeur locale, en matière de structuration de filières locales, de création d'emplois locaux. Et on sait que dans le cadre de l'ANRU, c'est vraiment une approche primordiale, qui fait partie du règlement de l'ANRU. À l'échelle des quartiers de renouvellement urbain, c'est aussi particulièrement pertinent, puisque dans le renouvellement urbain, on s'appuie sur un déjà là. Donc, on tire parti d'un déjà là, on est dans une logique d'optimisation, de repartir de l'existant, ce qui est, on le verra, un des piliers de l'approche bas carbone, puisqu'on se fonde notamment sur la question de la sobriété, de la déconstruction sélective, du réemploi. Donc, le renouvellement urbain a son rôle à jouer là-dessus. Et puis parce que, toujours à l'échelle quartier, il existe une réelle convergence entre les sujets bas carbone et le sujet de l'adaptation au changement climatique au sens large. Les PRU étant en moyenne plus sensibles aux aléas du changement climatique, avec des logiques très routières, un niveau de chaleur urbain très marqué, des fonctionnalités séparées, etc. Donc il y a un réel enjeu d'amélioration de la vie dans les quartiers quand on développe une approche bas carbone, donc une convergence en fait des actions. Et puis enfin, à l'échelle des bâtiments, on est en moyenne sur des constructions qui datent des années 50, 60, 70, donc qui sont souvent, qui offrent des performances thermiques souvent médiocres, qui ont des impacts sur la santé et le confort des habitants, ce qui fait qu'il y a une réelle marge d'amélioration d'un point de vue des performances thermiques d'une part, mais aussi d'amélioration du confort des habitants. Conséquence directe d'amélioration aussi du reste à charge pour les habitants, donc des logiques aussi économiques qui vont permettre d'améliorer le quotidien des habitants. Et puis, les PRU, il y en a un certain nombre en France, en termes de superficie, de nombre d'habitants, etc., c'est quelque chose qui est très important. Il y a des logiques donc de massification des solutions qui peuvent être mises en place et qui peuvent contribuer au changement de paradigme que j'évoquais tout à l'heure. Donc, tout ceci étant posé, la question suivante qui va être soulevée, c'est très bien, c'est pertinent, c'est intéressant, mais dans ce cas-là, comment faire? Et c'est là, évidemment, que le carnet d'innovation apporte quelques réponses. Bien sûr. Tout d'abord, quelques éléments méthodologiques. On peut passer à la slide suivante, Nadine, s'il vous plaît. Il n'existe pas aujourd'hui de méthodologie pour établir un bilan carbone ou une approche bas carbone à l'échelle d'un quartier. Ça existe à l'échelle territoriale, ça existe à l'échelle du bâtiment, ça n'existe pas à l'échelle du quartier. Même si on le verra tout à l'heure avec les autres intervenants, il y a des expérimentations en cours qui sont déjà très, très avancées. Donc, ça ne saurait tarder, mais pour autant, ça n'existe pas encore de façon totalement officielle aujourd'hui, et ça pose surtout un certain nombre de difficultés méthodologiques. On le voit sur les schémas qui sont projetés là sur votre écran, qui sont issus donc, de l'association BBCA, qui, à gauche, vous avez la répartition des postes d'émission du bilan carbone d'un Français moyen. Donc, on voit bâtiment, déplacement des personnes, alimentation, tous les aspects en fait, de la vie, qu'ils soient techniques ou liés au mode de vie, et qui contribuent au bilan carbone global. Et en bas à droite, vous avez l'optimisation du bilan carbone d'un Français moyen avec la contribution à l'échelle du quartier. Ce qui est intéressant sur cette planche-là, pour illustrer les difficultés méthodologiques, c'est qu'on voit bien que se posent trois questions de périmètre. Le périmètre spatial, à quelle échelle on envisage un bilan carbone à l'échelle d'un quartier? La limite d'un PRU, elle est parfois administrative, parfois très concrète et très urbaine, parfois un peu difficile à délimiter précisément. C'est la même chose pour le bilan carbone. Comment on prend en compte l'alimentation? Est-ce qu'on se limite aux pratiques en matière d'alimentation à l'échelle d'un quartier, ce qui n'est pas très pertinent en termes d'approvisionnement, d'élimination des déchets, de logique de circularité, etc. Donc, il y a une vraie question de périmètre spatial, le périmètre temporel aussi. Un bilan carbone, en général, on le définit à l'échelle sur une période de temps de 50 ans, parce que ça correspond souvent à la durée de vie d'un certain nombre de matériaux utilisés dans la construction. C'est une durée de vie qui est directement issue des pratiques en matière de bâtiments, mais qui pose quand même question sur comment se projeter à 50 ans, quels seront nos modes de vie dans 50 ans.
Et puis, le périmètre fonctionnel, une difficulté méthodologique aussi sur les modalités de calcul à mettre en place. Je ne m'appesantis pas là-dessus, hein, je vais passer maintenant aux leviers d'optimisation qui sont détaillés dans le carnet. Donc, on pourra peut-être revenir sur cette question des difficultés méthodologiques au cours des différentes interventions. Donc, on voit qu'il y a un réel souci en fait pour répondre méthodologiquement à cette approche bas carbone à l'échelle du quartier. Et le carnet d'innovation que je vous présente, lui, développe différents leviers qui vont permettre d'orienter les chefs de projet PRU sur comment intégrer une logique bas carbone dans les projets de renouvellement urbain. Le carnet définit des leviers d'optimisation, les classant par échelle. Avec une première échelle qui est l'échelle du bâtiment, on le voit dans le graphe de gauche, c'est l'échelle qui est la plus centrale, la plus évidente, sur laquelle en fait les solutions techniques sont les plus avancées aujourd'hui. Mais c'est une échelle qui n'est pas suffisante, donc le carnet réfléchit ensuite à l'échelle du quartier, puis élargit à la question de l'implication des habitants, puisque rien ne se fera évidemment sans implication des habitants pour avoir un impact sur les pratiques, les modes de vie. Donc à l'échelle du bâtiment, très rapidement, hein, puisque le carnet est bien plus complet, vous vous en doutez. Le carnet propose déjà une première approche des différentes labellisations qui existent en matière de rénovation, de construction, donc de labellisation qui permettent d'encadrer, de proposer des constructions performantes d'un point de vue thermique et énergétique, avec un focus sur les labellisations poursuivies par les lauréats des programmes d'investissement d'avenir. Le guide propose aussi, notamment pour parvenir à répondre à ces labellisations, différents leviers constructifs à activer pour être dans une logique en fait d'intelligence de la construction, d'architecture bioclimatique, de sobriété carbone, d'efficacité des systèmes énergétiques et de logique d'approvisionnement en énergie renouvelable. Hein, tous ces leviers permettant globalement d'améliorer la performance thermique, environnementale et carbone du bâtiment. Le guide est beaucoup plus complet sur ces sujets-là et renvoie vers différentes labellisations, méthodes, outils, etc. Ensuite, à l'échelle du quartier, le guide va mettre en évidence une transversalité entre ce que j'évoquais tout à l'heure, les choix de conception et les choix de programmation, par l'identification de 4 boucles qui vont permettre de traiter les différents postes d'émission. Donc, une réflexion sur les mobilités décarbonées, donc sur les déplacements des personnes, hein, qui a un levier, qui a un poste d'émission assez conséquent. Une réflexion sur la boucle du champ à l'assiette, donc qui permet en fait d'interroger les logiques de production locale, d'alimentation, de valorisation des déchets également. La question des services écosystémiques, qui sont mis au service de la végétalisation des quartiers, de la gestion des eaux pluviales, dans une logique en fait de pluralité des dispositifs et de multifonctionnalité des différents dispositifs, d'appropriation des espaces extérieurs par les habitants également. Et puis enfin, une approche sur les déchets, sur la valorisation, la réduction, le réemploi, qui sont des leviers d'économie circulaire qui sont déjà bien connus et mis en œuvre dans les quartiers de renouvellement urbain. Je vais conclure sur cette question-là. À l'échelle du quartier, il y a également des éléments sur comment tirer parti de l'existant et être dans des logiques de déconstruction sélective et de réemploi. Il y a des propositions aussi pour aller plus loin en matière de convergence avec le label éco-quartier, avec d'autres labellisations, biodiversité, le biomimétisme, etc. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Et enfin, il y a une dernière partie qui est primordiale, en un mot, sur l'implication des habitants. C'est quelque chose qui est central. Je pense qu'à l'échelle du renouvellement urbain, tout le monde en est convaincu. Et donc, le guide identifie et contextualise des outils de concertation que vous connaissez sans doute, mais les contextualise aux logiques d'approche bas carbone pour mettre en avant les spécificités, les adaptations, les questions particulières à se poser quand on veut développer une approche de concertation sur le bas carbone, qui peut être un sujet parfois très technique. Et donc, il s'agit de mettre à la disposition de tous. Merci Thierry Aguilé. Alors comment dire, le nouveau carnet est bien sûr disponible et téléchargeable. Donc je propose à notre modérateur de le mettre en ligne sur notre fil de discussion. Comme ça, vous pourrez directement le charger. Alors, on va maintenant accueillir la ville de Lille et échanger autour de cette mise en œuvre concrète des principaux leviers d'action avec Hélène Singer, qui est chef de projet qualité résidentielle durable à la direction Habitat et Risques, et Ophélie Bagné, qui est chef de projet, elle, à l'innovation et renouvellement urbain à la direction de projet du renouvellement urbain. Alors, vous êtes toutes les deux côte à côte, vous allez intervenir donc à deux voix.
Et vous allez nous parler de la ville de Lille qui vient de signer un pacte Lille bas carbone avec une centaine de promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, aménageurs et acteurs locaux de la fabrication de la ville. Ce pacte définit des exigences opérationnelles que chaque signataire s'engage à respecter dans les opérations qu'il réalisera à Lille et ses communes associées, puisqu'il y a 2 communes qui sont associées à ce projet, l'Homme et Hélène. Et on verra à travers le projet de restructuration du quartier Concorde à Lille, qui respecte ces exigences et au-delà, une stratégie conduite répondant à la vulnérabilité spécifique des habitants et de leur santé face aux dégradations environnementales. Plusieurs actions innovantes y sont réalisées, ce dont vous allez nous parler. La parole est à vous. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Hélène Singer et je vais commencer par vous parler du pacte Lille bas carbone. Donc, on peut passer au slide suivant qui illustrera mes propos. Donc, effectivement, la ville de Lille travaille depuis de nombreuses années avec les différents professionnels de l'immobilier, donc notamment principalement aménageurs, promoteurs et bailleurs. Travailler de longue date avec ces acteurs, plutôt sur les questions de production de logements, de qualité des logements, etc. Et en 2018, la ville de Lille a souhaité candidater au prix de Capitale Verte Européenne 2021. Et dans ce cadre-là, mobiliser donc à la fois les services et les directions en interne et les acteurs du territoire pour voir quelles étaient les actions qui pouvaient être réalisées sur un niveau plus important. Et donc ce qui à l'époque s'appelait le Club des 10 000, donc qui rassemblait ces acteurs de la construction, a penché sur comment alors à la base, les constructions réalisées à Lille pouvaient être plus qualitatives en termes de performance environnementale. Donc c'est comme ça qu'a démarré en tout cas l'histoire de ce qui est maintenant le pacte Lille bas carbone, donc en 2018. Et donc des ateliers de travail ont été réalisés donc en 2018-2019 avec l'accompagnement technique du CSTB pour voir quelles étaient les exigences que pouvaient se fixer les acteurs lillois pour les opérations réalisées donc sur le territoire. Donc ces ateliers ont permis d'aborder un certain nombre de thématiques parce qu'effectivement donc il y avait déjà des réglementations qui existaient, notamment la réglementation thermique. Néanmoins, il y avait une volonté d'avancer sur d'autres sujets. Donc vous les verrez par la suite quelles sont les priorités qui ont été retenues. Donc l'idée c'était de voir quelles étaient les actions qui pouvaient être menées dans les projets qui puissent être obligatoires pour tous et qui aient suffisamment d'impact au niveau climat, donc sur la globalité. Donc vraiment l'ambition c'était de déployer à grande échelle des solutions qui pouvaient être expérimentées de façon peut-être épisodique dans certains projets. Donc l'idée c'est de dire quelles actions peuvent être massifiées dans toutes les opérations. Et donc tout ça aboutit à la signature de ce qu'on appelle maintenant le pacte Lille bas carbone, qui a été signé donc tout récemment le 18 juin par la ville de Lille et plus de 100 partenaires, donc qui représentent à la fois des aménageurs, promoteurs, bailleurs, mais aussi des architectes, des bureaux d'études, des entreprises, des représentants de syndics de copropriété. Donc l'idée c'était vraiment de rassembler finalement tous les acteurs de la construction, de la rénovation et de l'aménagement. Donc pour entrer plus dans le détail avec le slide suivant. Donc ce pacte Lille bas carbone, il s'applique à tous les projets d'aménagement, de construction et de rénovation pour des bâtiments à la fois résidentiels et tertiaires menés par des professionnels. Donc c'est hors projet réalisé par des particuliers. Et donc c'est sur les communes de Lille, l'Homme et Hélène, parce qu'effectivement Lille a 2 communes associées que sont l'Homme et Hélène. Donc les priorités que j'ai évoquées tout à l'heure, donc ce qui a été retenu, c'était pas de traiter l'intégralité des enjeux du développement durable et de réaliser plein d'actions. L'idée, c'était vraiment de se focaliser sur un certain nombre de thématiques qui nous semblaient vraiment prioritaires à Lille et de fixer dans ces thématiques-là des actions qui étaient les plus impactantes et qui étaient faisables. À la fois parce que les technologies, si technologies à utiliser existent, et aussi parce que c'est des actions qui ne coûtent pas forcément trop cher.
Donc, les priorités, c'est énergie et eau, matériaux bas carbone et économie circulaire, nature, biodiversité, agriculture urbaine, adaptation au changement climatique, mobilité durable et bien-être. La priorité bien-être reprenant des exigences qui existaient déjà dans le référentiel Habitat durable qui s'applique depuis longtemps à Lille. Et donc, dans ces priorités, on a un certain nombre d'exigences qui se déclinent en deux niveaux. Un niveau qu'on a appelé socle, qui correspond à des exigences qui doivent être appliquées dans toutes les opérations de façon obligatoire, et un niveau qu'on a appelé avancé, qui correspondent à des exigences encore plus performantes. Et là, on demande d'en appliquer au moins 4 dans chaque opération. Donc, on laisse au maître d'ouvrage le choix de ces exigences avancées. Et l'idée, c'est qu'au fil du temps, ce nombre augmente. C'est-à-dire que la première année, on demande d'en réaliser au moins 4. Et après, oui, au fil du temps, on en demandera d'en réaliser davantage. Et peut-être donc pour clôturer cette introduction sur le pacte Lille bas carbone, donc vraiment l'idée c'est au-delà d'imposer des exigences qui déjà ont été co-construites sur plusieurs années, c'est vraiment une démarche qui se veut coopérative parce que l'idée c'est d'avancer collectivement vers des opérations qui soient de plus en plus qualitatives et donc l'idée c'est de pouvoir aider donc à la fois en interne les directions et les services de la ville, mais aussi les acteurs de la construction à faire évoluer leurs pratiques. Donc notamment on organise des ateliers réguliers très concrets sur des thématiques. Typiquement cette semaine on a eu un sur le raccordement au réseau de chaleur urbain pour expliquer comment finalement pouvoir se raccorder au réseau de chaleur urbain de façon concrète et pratique. Et on met en place aussi un certain nombre d'outils qui aident les maîtres d'ouvrage et leurs équipes de maîtrise d'œuvre à respecter les exigences tout au long de l'opération. Donc voilà, je vous en parle pas plus pour pouvoir continuer le reste de notre présentation, mais en tout cas, si vous souhaitez plus d'informations sur ce pacte et sur cette démarche, on a une rubrique dédiée sur le site internet de la ville où vous trouverez un certain nombre d'informations. Et donc, du coup, si on passe à la slide suivante, je vais vous expliquer comment concrètement on applique tous ces engagements à l'échelle de la ville de Lille, mais plus précisément à l'échelle d'un territoire qui s'appelle Concorde, qui est situé au sud de Lille. Et ce territoire est inscrit dans un programme de renouvellement urbain depuis 2015. Et au sein de ce territoire, on s'intéresse à une démarche qu'on a appelée quartier à santé positive et qui a été initiée aussi en 2015, parallèlement à l'inscription dans le programme de renouvellement urbain, dans le cadre du PIA, Ville durable et solidaire. Et dans cette démarche quartier à santé positive, on s'intéresse à 4 axes qui sont la qualité de l'air, la réduction de l'exposition au bruit, principalement par rapport à la vulnérabilité des habitants, pour s'intéresser et essayer de mettre en place des actions d'amélioration, puisque Concorde est située et enclavée d'axes routiers. Il y a un périphérique qui longe tout le secteur où 150 000 véhicules circulent par jour, donc du coup qui mettent les habitants dans un contexte de pression environnementale important. Et donc dans cette démarche quartier à santé positive, on a aussi voulu aller plus loin et traiter des questions d'alimentation au travers de projets d'agriculture urbaine et des questions d'énergie renouvelable. Et parallèlement à cette prise en compte des vulnérabilités des habitants, évidemment, on met en place tout ce qui est stratégie d'excellence. Donc, ce que vient de vous présenter Hélène sur le pacte Lille bas carbone. À Concorde, l'aménageur qui travaille sur place est la SPL Euralille et qui a signé, qui fait partie des 100 signataires du pacte Lille bas carbone. Donc, du coup, qui applique toutes ces ambitions qui ont été précédemment exposées. On participe aussi à l'expérimentation E+C- de l'ADEME, pour aller plus loin sur les questions énergie carbone. Et évidemment, d'autres études spécifiques sont conduites dans le cadre de l'aménagement et du NPNRU. Et concrètement, ces stratégies d'excellence, on les met en place grâce à un cadre réglementaire et contractuel qui nous aide à poser nos ambitions et à se donner des objectifs concrets. Donc évidemment, on inscrit ça dans le cahier des prescriptions, dans les fiches de l'eau et aussi dans une OAP là, qui est en cours de finalisation à l'échelle de la métropole européenne de Lille. Et parallèlement à cette inscription réglementaire, on expérimente aussi et on innove au travers d'opérations spécifiques. Et ces opérations, on souhaite après les essaimer au sein d'autres quartiers et comprendre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc à titre d'exemple, il y a une création, une construction neuve qui s'appelle Cité des équipements et une requalification d'une tour qui s'appelle Renoir. Et la méthodologie est similaire sur les deux. C'est
c'est de se donner des ambitions d'excellence en termes d'air, de bruit et d'énergie, de la programmation à la livraison et à l'appropriation de ces différents de ces futurs lieux. Donc du coup, on s'aide d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour voir si concrètement les objectifs qu'on se donne pourront être tenus tout au long du processus de construction et de livraison du logement ou de l'équipement. Et on s'intéresse aussi à une butte paysagère qu'on appelle aussi colline acoustique, sur laquelle on va approfondir dans la slide suivante. Et donc, du coup, on voulait vous parler de cette butte paysagère parce qu'on arrive dans la phase opérationnelle. Les premiers travaux vont débuter là à l'automne et les premiers travaux vont traiter à la fois une protection acoustique. Donc, tout le long de la 25, il y a un talus qui va être rehaussé et un écran acoustique qui va être installé pour protéger les habitants actuels et futurs des nuisances sonores. Il y a aussi un projet de site pilote. Site pilote, son nom explique que voilà, c'est une expérimentation qui va avoir lieu pendant 3 ans et qui a pour but de préfigurer une ferme urbaine qui va s'étendre sur 1 hectare en 2025. Et l'objectif, c'est de travailler les questions d'agriculture urbaine et l'approvisionnement en alimentation. Et il y a aussi un projet de jardin collectif et partagé. Donc, si vous regardez sur les taches de couleur, le jardin partagé est en jaune et le site d'agriculture urbaine, site pilote, est en violet. Donc voilà les projets concrets, les expérimentations innovantes qu'on met en place pour répondre aux différentes stratégies qu'on s'est données sur ce secteur. Et pour le zoom énergie carbone, je redonne la parole à Hélène. Donc oui, voilà, on voulait illustrer, alors on voulait pas forcément reprendre toutes les exigences du pacte bas carbone, mais c'était aussi vous illustrer comment ça s'appliquait dans cette opération de renouvellement urbain. Donc effectivement, comme l'a dit Ophélie, dans le cahier des prescriptions, on a un certain nombre d'exigences qui sont reprises, mais finalement le cahier des prescriptions va même au-delà de ce qui est indiqué dans le pacte bas carbone. Donc en fixant des niveaux obligatoires au niveau énergétique et carbone, donc notamment l'atteinte du label E3C1 pour tout ce qui est usage neuf, BPOSF Énergie 2017, pour la rénovation et Finergie Rénovation. Et aussi des exigences pour avoir des bâtiments qui soient sobres en énergie. Donc, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont définis, qui permettent de s'assurer que, effectivement, d'abord, les bâtiments sont sobres en énergie et ensuite d'avoir des équipements qui soient efficaces. Et on a effectivement à Lille un réseau de chaleur urbain qui passe à proximité de cette zone. Donc, les bâtiments seront raccordés au réseau de chaleur urbain pour la partie énergétique. Et il y a une étude également en cours pour un projet de centrale photovoltaïque en autoconsommation collective. Les panneaux seront situés aussi au niveau de cette butte paysagère qui du coup aura plusieurs fonctions comme l'a indiqué tout à l'heure Ophélie. Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter rapidement la dynamique lilloise et comment ça se concrétise dans un projet. En 10 minutes, c'est très court, mais en tout cas, on est à disposition pour répondre à d'éventuelles questions, soit aujourd'hui, soit ultérieurement. Alors, merci beaucoup Hélène Singer et Ophélie Bagnier. Justement, on a une question qui vient d'un de nos participants. Alors, je ne sais pas qui peut répondre, Ophélie ou Hélène. Quels sont les bénéfices de cette démarche bas carbone pour les habitants? Réduction des charges énergétiques, végétalisation de leur cadre de vie. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Oui, je donne un élément de réponse, tu compléteras si tu veux. Donc, l'objectif de l'étude en cours sur la centrale photovoltaïque, c'est bien que le projet puisse bénéficier directement aux habitants du quartier. Donc, l'objectif, c'est de réduire les factures d'énergie. Donc, pour l'instant, on est en phase d'étude, donc on ne sait pas concrètement les résultats, mais c'est l'ambition qu'on se donne. Et aussi sur le quartier à santé positive, on entrera en 2022 sur sa phase d'évaluation qui va durer 2 ans. Et concrètement, on verra si les actions, les études qu'on ambitionne et les actions qu'on a mis en place ont un impact et quel impact ont-ils sur les habitants. Et peut-être du coup plus globalement sur la démarche bas carbone, effectivement les bénéfices sont peut-être de toute manière directement pour les habitants ou occupants, parce que du coup ça concerne aussi les bâtiments tertiaires. Donc notamment on a toute cette priorité bien-être qui correspond à la question du confort acoustique, à la qualité de l'air
et à la qualité du cadre de vie, donc qui va bénéficier directement aux occupants. Et dans chaque priorité, on a repris des exigences qui justement ont un impact sur les occupants. Donc comment on les informe, des dispositifs qui ont été mis en place pour le confort d'été pour qu'ils soient bien utilisés, comment s'il y a des mesures qui ont été mises en place pour la biodiversité, comment on les informe de façon pédagogique de ce qui a été mis en place. S'il y a des jardins potagers qui ont été mis en place, ben pareil, on demande à ce qu'il y ait une animation, en tout cas à minima la première année, pour que ça puisse démarrer et pour qu'on n'ait pas juste un terrain qui soit pas utilisé et où les habitants ne sachent pas forcément l'utiliser. En tout cas, ça a vraiment été aussi... l'idée, c'était pas de juste s'adresser aux maîtres d'ouvrage et aux équipes de maîtrise d'œuvre, mais bien de viser finalement les utilisateurs finaux. Pareil pour cette question des espaces verts, on demande qu'il y ait bien une explication de comment on entretient ces espaces verts dans le temps, parce qu'ils peuvent être très beaux à la livraison, mais finalement très vite détériorés. Donc il y a vraiment cette question, en tout cas, de l'exploitation, de la gestion et de l'occupation qui est prise en compte dans cette démarche. Merci. Alors, une autre question. À Lille, quel est le levier qui ressort, ou les 2-3 leviers les plus impactants pour tendre vers du bas carbone? Bonne question. À Lille spécifiquement. Oui, à Lille, je suppose, dans le cadre des accords que vous avez passés aussi avec les communes proches. Je dirais en tout cas en premier lieu quand même, ce qui est un enjeu principal à Lille, c'est, même si on parle aussi de construction, c'est quand même la rénovation énergétique des bâtiments existants. Donc c'est d'ailleurs pour ça que initialement cette démarche, elle était plutôt, l'idée c'était de commencer par l'appliquer sur les constructions neuves de logements, mais très vite après des échanges avec les élus, on a souhaité l'élargir à la rénovation des bâtiments parce que c'est vraiment un enjeu primordial. Donc c'est vraiment cette question de la rénovation qui puisse être qualitative. Et on a également, donc j'ai pas forcément les chiffres précis à vous indiquer, mais du coup le secteur des transports qui est assez impactant en termes d'émissions de gaz à effet de serre et y compris de polluants atmosphériques. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a un certain nombre d'exigences qui sont relatives à la mobilité durable et comment on fait pour inciter les occupants à se déplacer autrement qu'en voiture individuelle. Donc voilà, c'était aussi, pour pas faire un focus que sur l'énergie, parce qu'il y a déjà des réglementations qui existent par rapport à ça, alors que sur la mobilité durable, pour le coup, il y a des choses qu'on impose là et qui sont pas de l'ordre de l'obligatoire. Et même juste un exemple sur le stationnement vélo, il y a stationnement vélo et stationnement vélo qualitatif qui va faire que les personnes auront envie de l'utiliser, quoi. Donc vraiment l'idée c'est aussi cette question de qualité et de comment on met en place des choses qui vont donner envie de changer les comportements. Pousser à de nouveaux usages et voilà. Des nouveaux comportements, bien sûr. Merci beaucoup. La ville de Lille, bravo pour cette belle stratégie et cette belle démarche. Merci. Alors, je vais maintenant passer à notre intervenant suivant qui, malheureusement, nous fait défaut. Alors, il s'agissait de Florian Rollin, associé fondateur de la SCOP Caribati. Je vais quand même vous dire 2 mots. On n'arrive pas à se connecter. Il y a un problème probablement technique. Bonjour. Alors, Mathilde Collard de Caribati. Je pourrais commencer à introduire Caribati le temps que Florian arrive à nous rejoindre. Si d'accord. Bon, vous n'aurez que 2 minutes, malheureusement, parce que voilà, en attendant, on a laissé un peu parler nos intervenants précédentes.
Alors, je vais quand même vous présenter. Caribati est une entreprise innovante, experte des matériaux biosourcés pour le bâtiment. Elle accompagne toute organisation, privée ou publique, qui souhaite innover, se développer ou mieux construire grâce aux matériaux biosourcés pour le bâtiment. En répondant à de nombreux enjeux d'intérêt général, tels que la préservation des ressources ou encore la diminution des émissions de gaz à effet de serre, les filières des matériaux biosourcés pour le bâtiment présentent un réel potentiel de développement pour l'avenir. Ah, bonjour Florian. Voilà, bonjour. Roland. Ah, ravi de vous accueillir. On était inquiets, on n'arrivait pas à se connecter. Merci beaucoup d'avoir introduit. Voilà, alors j'ai pas tout à fait terminé, juste je finirai en disant que les matériaux biosourcés, qui sont des matériaux issus de la biomasse d'origine animale ou végétale, sont un levier favorable au bas carbone. Ils concourent significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Ils sont encouragés par les pouvoirs publics lors de la construction et de la rénovation des bâtiments. Voilà, alors vous allez nous en dire plus puisque c'est votre spécialité. Merci à vous, Florian. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc, Florian Rollin, je suis associé fondateur de Caribati. Donc, pour présenter très rapidement notre activité, donc effectivement, on est spécialisé sur les matériaux et le bâtiment biosourcé. On a une approche transversale de ces questions, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une logique de chaîne de valeur à respecter, en partant de la ressource, où on travaille avec des entreprises agricoles, par exemple, sur qu'est-ce qu'on peut faire de nouvelles cultures agricoles ou de résidus de l'agriculture, de coproduits plutôt. On travaille aussi avec des collectivités sur ces sujets. Un exemple, ça serait, on a travaillé avec un parc naturel régional sur la valorisation du roseau pour pouvoir en créer à la fois une filière qui soit viable économiquement, mais aussi techniquement, avec des produits qui soient aussi intéressants de ce point de vue-là. Sur les questions de matériaux derrière, là, on passe à une étape où on est en lien avec les fabricants, donc plutôt avec des acteurs industriels. Alors, sachant qu'industriel, ça peut être de toute petite taille, puisqu'il y a beaucoup de TPE et de PME implantés sur les territoires, ou des plus grosses entreprises aujourd'hui qui s'intéressent à ça. Et là, il s'agit d'accès au marché, donc évaluation environnementale, évaluation technique. Et puis enfin, sur le bâtiment, et là, on a vraiment une fonction de conseil et d'accompagnement, où on intervient plutôt comme assistant maîtrise d'ouvrage, mais auprès d'acteurs très, très variés, des aménageurs, des promoteurs, des constructeurs, des bailleurs sociaux, des collectivités, etc. Et tout ça, donc, dans une optique quand même d'améliorer les impacts du secteur du bâtiment sur la société, à la fois d'un point de vue environnemental, mais aussi économique et social, l'enjeu, vous l'aurez compris, c'est de recréer quand même des filières sur les territoires qui soient porteuses de sens, d'emploi, et aussi qui apportent des qualités dans les bâtiments. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc on est en scope, société coopérative, et on travaille aussi à toute une partie de nos fonds qui sont réexploités, nos fonds propres qui sont réexploités pour des actions d'intérêt général, notamment un concours d'architecture qu'on mène depuis 6 ans et qui permet aux architectes de s'intéresser à ces sujets. Il y a énormément de réponses, à peu près autant que sur des concours plus classiques comme les trophées béton. Donc, il y a un gros intérêt aujourd'hui des nouvelles générations de concepteurs sur ces sujets. Je n'en dis pas plus là sur notre entreprise. On peut passer à la slide suivante. Donc, pour rappeler effectivement et préciser un petit peu, donc effectivement, les matériaux biosourcés, c'est des matériaux issus de la biomasse, qu'elle soit végétale ou animale. Alors, je vous rassure, on fait pas de mal aux animaux. Et la principale matière, c'est de la laine de mouton, donc qui est aujourd'hui un déchet qui n'est pas valorisé, hein, tout simplement. Et c'est beaucoup la logique, en fait, c'est de prendre des coproduits qui sont peu, pas ou mal valorisés aujourd'hui et de les réexploiter dans le bâtiment où on a besoin d'énormément de matière. Et donc, comme l'agriculture produit aussi beaucoup de coproduits, on a finalement une conjoncture plutôt favorable. Et c'est aujourd'hui très adapté, notamment parce que ces matériaux, venant du végétal, ils vont stocker du carbone. Et donc, dans le cycle de vie, c'est très intéressant de les mettre dans des bâtiments, puisque les bâtiments restant normalement debout, si on fait bien son travail, au moins une centaine d'années,
pendant ce temps-là, on aura stocké les gaz à effet de serre à l'intérieur des matériaux. Ils n'auront pas contribué au réchauffement climatique. Donc, c'est une logique qui est vertueuse, qui a été reconnue et valorisée par notamment le GIEC et qui aujourd'hui est vraiment à privilégier puisque là encore, comme le bâtiment consomme énormément de matière, on va pouvoir stocker aussi énormément de carbone dans les constructions. Voilà, on peut passer. C'est de respecter le timing. Donc aujourd'hui, pour donner un petit aperçu des filières, il y a vraiment une grande diversité de filières. Chanvre, paille, j'ai parlé de la laine, le bois, mais aussi des filières qui viennent du recyclage, du papier recyclé ou du textile recyclé. Donc, on a des filières très locales, comme on peut utiliser de la paille de lavande, plutôt évidemment dans le sud-est de la France. On va pouvoir utiliser plutôt des pailles de sarrasin, par exemple, dans notre partie, plutôt nord-ouest. On a voilà. Donc, en fait, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que finalement, on a une approche, on retrouve une approche territoriale de la construction, où les techniques industrielles d'après-guerre ont fait qu'on a finalement très standardisé les modes constructifs. On se retrouve avec quasiment la même mode constructif qu'on soit à Lille ou à Marseille. L'enjeu aussi avec ces nouveaux matériaux, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on a en local et donc comment je construis mon bâtiment. Et ça, c'est hyper réjouissant à la fois d'un point de vue évidemment économique et environnemental et social, mais aussi pour ne serait-ce que le métier d'architecte, de concepteur de bâtiments, puisqu'on retrouve une approche, ce qu'on appelle vernaculaire. On peut passer à la suivante. Il y a encore évidemment des freins pour faire ça. Un des premiers freins, il est culturel. C'est des matériaux qui sont encore mal connus. Toutes les filières aussi ne sont pas aussi développées les unes que les autres. Globalement, pour un maître d'ouvrage, comme c'est nouveau, et même pour toute la chaîne de valeur de la construction, c'est un changement des pratiques. Évidemment, il y a de la résistance au changement. Donc là, c'est simplement, vous voulez mettre quelques conseils, bien prendre en compte dès la phase programmation, pas hésiter à se renseigner sur les matériaux, à faire une démarche qu'on appelle, qui est permis aujourd'hui dans les marchés publics de sourcing, référencer ces matériaux dans les documents de marché, bien s'entourer aussi, s'il y a besoin de bureaux d'études spécialisés, structures bois, etc. Bien s'entourer aussi d'un bon bureau de contrôle, c'est un petit point de détail, mais qui a son importance. Et puis enfin, essayer de tenir les ambitions jusqu'au bout. Et ça, nous, on est beaucoup là aussi pour ça, pour vérifier qu'on arrive au départ avec une idée en tête et qu'à la fin, on la réalise. Voilà. Et puis enfin, je voulais terminer, donc ça va être la dernière slide, sur un projet qu'on a réalisé, pour vous donner un exemple. C'était un projet justement de renouvellement urbain qui était dans le cadre de l'ANRU+, à Trappes en Yvelines, donc avec l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, qui a été hyper motrice sur ces sujets, qui s'est lancé à bras-le-corps sur à la fois des questions de biosourcés, mais aussi de réemploi, et puis même de réseaux intelligents. Et c'était l'idée de pouvoir conjuguer tout ça dans un projet de renouvellement urbain. Je donne juste quelques enseignements pour terminer mon propos. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est tout à fait possible d'y arriver, même si là, on est évidemment encore en cours de projet, mais d'avoir dialogué avec les maîtrises d'ouvrage qui vont être ensuite partie prenante du projet de renouvellement urbain très en amont. Ça a permis à la fois de caler les ambitions qu'on avait, mais aussi de les impliquer fortement et de, quelque part, particulariser l'approche pour chaque patrimoine. Parce qu'évidemment, là, on avait du petit collectif, des bars, on avait aussi des ERP publics de la ville de Trappes. Et on voyait que quand même, à chaque fois, on pouvait avoir une approche pertinente et qui était possible de mener au bout. Donc là, on n'est qu'au milieu du chemin, ça va continuer. Mais en tout cas, il y avait une vraie approche complète et qui aussi, en plus, était un petit peu plus systémique, puisqu'on ne s'intéressait pas uniquement aux biosourcés, mais aussi au réemploi, et donc à des logiques qui sont très complémentaires, puisque ce n'est pas des choses qui s'opposent, mais qui, au contraire, vont très bien s'allier, parce qu'on va avoir des usages précis pour les biosourcés, d'autres usages pour le réemploi, et on va vraiment maximiser quelque part ces nouvelles utilisations.
Ouais, j'essaie de pas trop dépasser, je pense que Oui, bon. oui, on prend du retard. Merci beaucoup Florian Rollin pour toutes ces informations concernant les matériaux biosourcés. On a des questions, en particulier une question pour quelles raisons ces matériaux d'origine végétale, notamment laine de mouton, sont peu valorisés à ce jour alors que vous y trouvez des avantages. Je crois que vous avez un peu répondu à cette question, c'est-à-dire que effectivement ce sont de nouvelles méthodes de construction, donc les marchés publics s'y mettent, hein, et petit à petit, on va bien sûr permettre cette valorisation auprès des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre, hein, et aussi des maîtres d'œuvre, bien sûr. Et enfin, une question, constatez-vous des surcoûts par rapport à des constructions qui ne recourent pas aux matériaux biosourcés? Parce qu'évidemment, la question se pose systématiquement. Quand c'est biosourcé, c'est plus cher que le béton ou que je ne sais quel autre matériau. Okay. Bah, je vais faire une réponse qui en plus donne aussi des éléments complémentaires sur la première. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est effectivement il y a beaucoup de filières qui sont en structuration, avec parfois des petits acteurs. Et donc, évidemment, pour eux, c'est un peu compliqué de monter en puissance. On n'a pas aussi, du coup, les mêmes échelles de production, hein, entre les différentes filières. Mais de plus en plus, en fait, les coûts sont en train de baisser parce qu'on a des techniques de mise en œuvre qui sont plus efficaces, comme de la préfabrication, par exemple, et aussi des volumes qui sont de plus en plus importants. La part de marché aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10% si on réfléchit construction bois, biosourcé de manière générale. Donc on commence à plus être marginal, et ça fait beaucoup baisser les coûts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste effectivement, quand on compare un produit par rapport à un autre, il reste un surcoût, mais qu'on arrive à vraiment diminuer au maximum à l'échelle d'une opération complète. C'est peut-être un peu plus compliqué en rénovation parce que les postes sont plus précis, et donc évidemment les écarts vont se ressentir un peu plus sur le budget global, mais on y arrive quand même. Et je voulais compléter en disant que globalement, si on arrive à bien prendre justement en amont des projets, c'est pour ça que je donnais ce conseil, en amont ces solutions, on va réussir à maîtriser le coût. Et peut-être l'autre point qu'il faut se rendre compte aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi un coût environnemental que la société paye, qui est un coût économique que la société paye pour les dégâts environnementaux qui sont faits. Et quelque part, ces coûts cachés, on les évite avec ce type de solution. Donc ça, c'est évidemment, ça change pas le budget des maîtres d'ouvrage, c'est pas la solution miracle, mais c'est quand même aussi quelque chose, je pense, qu'il faut de plus en plus considérer et prendre en compte. Très bien, merci beaucoup Florian Rollin. Merci. Et je vais maintenant donner la parole à notre dernier intervenant, Baptiste Fournier, qui est, alors Baptiste, vous êtes ingénieur recherche et expertise à la direction énergie-environnement du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui mène des travaux importants pour limiter l'impact environnemental des bâtiments à tout niveau. L'ANRU a d'ailleurs sollicité le CSTB pour évaluer le gain environnemental permis par l'ensemble des opérations financées par le NPNRU, sur le parc de logements sociaux concernés. La mission est en cours, mais des premiers résultats vont être présentés dans cette séquence. Donc, Baptiste, c'est à vous. Évaluation du gain énergétique et environnemental pour le NPNRU. Donc, effectivement, c'est une vision globale qu'on nous demande. Donc, c'est une sorte de dézoom par rapport à l'échelle quartier, même si effectivement, au CSTB, on est aussi convaincu par le travail à l'échelle quartier. Ici, l'ANRU nous a sollicité pour essayer d'avoir une vision globale de ce qui se passe dans les différents quartiers du point de vue énergétique et d'évaluer de façon très macro le gain énergétique et environnemental qu'on pourrait avoir avec l'ensemble du programme. Donc, sur le slide suivant, on a un petit peu des données, des rappels sur les projections du NPNRU. Donc, l'objectif du NPNRU, c'est de financer 150 000 rénovations de logements, 110 000 démolitions et 100 000 constructions de logements sociaux. Donc, notre évaluation énergétique, elle porte sur ces opérations-là, sur le logement social. On a laissé de côté les autres types d'opérations financées par le NPNRU. Et l'idée de l'évaluation qu'on a menée au CSTB, c'est de faire un état, donc,
avant travaux, avant rénovation et avant démolition, et de faire un état après travaux, donc après construction, après rénovation, de mettre tout ça dans la balance et de voir le gain entre l'état avant et l'état après. Je vais vous passer tous les détails méthodologiques qu'on a mis en place. Simplement, vous dire qu'on a mobilisé un outil CSTB qui est sur lequel on commence un peu à communiquer, mais qui vient tout juste d'être mis en place. C'est une base de données qui est issue du programme GoRénov et qui croise des données de tout type, donc morphologiques, des données sur les consommations environnementales, des données sur les DPE, les morphologies, et toutes les données sont croisées de façon géospatiale. Et donc cette base de données, on devrait communiquer plus largement en fin d'année là-dessus. Mais voilà, c'est ce qui nous a permis de répondre à la question de l'ANRU. Alors, de répondre à la question de l'ANRU, pour l'instant, avec une vision photographique de l'instant T de ce qu'on sait des opérations, c'est-à-dire que toutes les opérations ne sont pas lancées aujourd'hui, donc on a travaillé avec les données à notre disposition sur les opérations en cours, et on a obtenu des premiers résultats. Donc, je vais prendre des pincettes dans toute la suite, puisque ces premiers résultats sont encore un peu à dérouler. Mais donc le slide qu'on voit ici, c'est la vision sur les opérations évaluées à l'instant T. Je ne vais pas m'appesantir dessus pour éviter de perdre du temps. Je vais passer directement peut-être au slide suivant qui représente la projection que l'on a fait de nos résultats à l'ensemble du NPNRU. C'est-à-dire que les résultats qu'on a obtenus sur la photographie à l'instant T, on a essayé de dire si le NPNRU continue comme ceci, voilà ce qu'on peut attendre en ordre de grandeur générale en termes de gains sur les consommations et sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc si je rentre un peu dans le vif du sujet, on estime avec nos travaux que la consommation globale du parc de bâtiments concernés par le NPNRU pourrait diminuer de 2 TWh d'énergie primaire par an. Donc, une fois qu'on a dit ça, bon, je vous confirme que c'est assez important, assez colossal, mais pour donner un ordre de grandeur, ça correspond au fonctionnement d'une tranche nucléaire, donc d'une centrale nucléaire, pour faire simple, pour 3-4 mois de l'année. Donc ça, c'est le gain annuel permis par les travaux. Donc, évidemment, c'est un ordre de grandeur, il faudra avoir la véritable valeur d'atterrissage, mais ça donne une idée. Si on parle en émissions de gaz à effet de serre, c'est peut-être encore plus parlant. Donc, on estime que le gain serait de l'ordre de 400 000 tonnes de CO2 équivalent par an, ce qui correspond à l'émission annuelle de environ 40 000 Français, pour faire simple. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'en faisant ces opérations-là, de rénovation, de démolition de logements anciens et de construction à neuf, on va permettre, en ordre de grandeur, d'éviter l'empreinte carbone en schématisant, de 40 000 Français. Et la dépense énergétique annuelle, si on prend un coût moyen de l'énergie, elle est d'environ 147 millions d'euros de gains annuels. Donc ça, c'est un coût évité. Je prends des pincettes là-dessus et j'y reviens tout de suite sur le slide suivant. Donc sur le slide suivant, c'est simplement pour dire qu'une fois qu'on a cette vision globale que nous a permis l'étude, on peut se mettre peut-être à faire des zooms pour essayer de comparer les particularités, ici les particularités par typologie d'opération. Donc si on regarde d'un côté les rénovations, on s'aperçoit qu'une rénovation, en moyenne, d'après notre évaluation sur le parc du NPNRU, permettrait un gain de 50%. On divise par 2 globalement les consommations d'énergie. Les démolitions-construction, elles, permettraient, sur le NPNRU encore, un gain de plutôt 78%. Bon, en schématisant, on diviserait par 4 les consommations d'énergie. Donc là, je commence par signaler que on parle ici de consommation d'énergie et on ne parle pas encore d'impact de matériaux. Donc j'y reviendrai, mais effectivement, on oublie quelque chose en disant ça. Alors, on affiche ici sur le slide des consommations théoriques et des gains théoriques. Je mets aussi attention sur ce point-là, puisque on n'a pas pris en compte les effets rebonds qu'il pouvait y avoir. Ici, on considère un périmètre qui est seulement le chauffage et le CS sur ces gains. On n'a pas regardé d'éventuels effets sur les autres consommations. Donc, les gains affichés ici sont
assez théorique, mais disons en brut, si on met une valeur sur les estimations de gains énergétiques, voilà ce que ça représente. Donc si je passe au slide suivant, on peut également, une fois qu'on a la vision d'ensemble, essayer de trouver des déclinaisons localement. C'est-à-dire qu'on peut essayer de regarder par quartier prioritaire si on a des effets particuliers. Alors ici, c'est une extraction basée sur le quartier de Clermont-Ferrand. C'est simplement un exemple. En regardant les rénovations prévues sur ce quartier-là à l'heure actuelle. Donc, on estime que le gain permis par les rénovations sur le quartier de Clermont-Ferrand sera d'environ 33%. On réalise que ce gain, il est inférieur à ce qu'on observait à l'échelle nationale. Donc, on peut aussi commencer à se poser des questions là-dessus. En fait, si on compare ce qu'il y avait sur le slide précédent et ce slide-là, on a un état avant travaux qui est déjà meilleur dans le quartier de Clermont-Ferrand, puisque la consommation au mètre carré avant travaux estimée est de l'ordre de 164 kWh énergie primaire par mètre carré par an, alors qu'on était plutôt à 200 en moyenne sur l'ensemble du quartier. Donc on peut avoir ce genre d'effets locaux et on peut imaginer que le travail serve à essayer de faire des comparaisons de ce type-là. Donc pour conclure un peu sur cette étude qu'on a menée et donner des perspectives, il est prévu que dans la suite du travail qui est en cours, on puisse évaluer le nombre de personnes qui sont touchées par la précarité énergétique avant et après travaux, donc estimer un nombre de personnes sorties de la précarité énergétique grâce au NPNRU, avec également des effets rebonds peut-être à prendre en compte, ce genre de choses. Le second point, alors il est très important, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, ce que je vous ai présenté, ce sont les premiers chiffres sur l'exploitation, sur la partie consommation d'énergie. L'intervention précédente parlait de matériaux biosourcés. Effectivement, quand on commence à utiliser des matériaux, il y a un impact carbone qu'on peut certes limiter, mais cet impact carbone, il est évidemment plus important lorsqu'on fait une construction à neuf, avec tous les matériaux de structure que ça utilise, que lorsqu'on fait une rénovation simplement en se basant sur une structure existante. Donc, la conclusion globale de notre étude, ce ne sera pas forcément aussi de dire, en comparant les typologies d'opérations, qu'il faut favoriser les démolitions-constructions, comme on pouvait le croire sur la partie énergie. On peut s'attendre au contraire à ce que les cartes soient complètement rebattues de ce point de vue-là quand on aura l'impact travaux des matériaux de construction et des produits de construction. Et donc, une fois qu'on aura cet impact initial des travaux, on pourra également en calculer un temps de retour environnemental et énergétique en comparant avec le gain annuel permis par ces travaux-là. Pour conclure et pour terminer sur ce sujet-là, je vous ai dit que cette étude portait actuellement sur une photographie à l'instant T des opérations lancées. Donc l'idée, c'est évidemment qu'on puisse éventuellement mettre à jour ces résultats au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles données sur les opérations qui vont être lancées dans la suite du programme. Mais voilà pour les ordres de grandeur qu'on peut attendre de ce programme en général, et je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup Baptiste Fournier. Il est l'heure de conclure. Voilà, le temps a passé très très vite, cette heure passée avec vous. Je vais céder la parole à Jean-Benoît Cariou, notre expert de l'ANRU sur ces questions, pour quelques éléments de conclusion. Oui, merci. Un grand merci aux intervenants avec qui on a commencé par voir l'importance d'une volonté publique et de l'impulsion d'une collectivité comme à Lille pour rassembler les différents acteurs, que ce soit les aménageurs, les bailleurs sociaux, les différents maîtres d'ouvrage et les usagers autour d'objectifs communs. On a vu différents leviers concrets aussi pour tendre vers le bas carbone, à commencer par, comme toujours, la performance des bâtiments à des niveaux basse consommation en rénovation ou passif, voire à énergie positive en construction neuve. Et on vient de voir l'impact avec le CSTB. On a vu aussi le recours à des matériaux biosourcés, qui est important comme levier, qui peut se voir avec des structures spécialistes telles que Caribati. L'importance aussi de leviers tels que les réseaux de chaleur, le développement des réseaux de chaleur à base d'énergie renouvelable ou de récupération. Et puis, on en a moins discuté aujourd'hui, mais aussi l'importance de donner une très large place à la végétalisation qui séquestre le carbone
et puis aux mobilités douces et décarbonées. Et puis, on peut aller plus loin avec des stratégies de circularité, d'allongement des durées de vie des équipements, etc. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tous ces leviers, ça laisse paraître un potentiel de création d'emplois verts et locaux, parce qu'on ne doit pas oublier l'aspect local, le fait que tout ça doit se faire pour et avec les habitants, en concertation, en co-construction, ou à minima en sensibilisation et en accompagnement, avec la notion de renforcement du pouvoir d'agir, parce que la transition ne pourra pas se faire de manière descendante. Et les projets de renouvellement urbain avec l'ANRU, avec des financements, des investissements massifs, c'est un bon moment, c'est une opportunité à ne pas manquer pour renouveler la ville sur elle-même et en faire une ville bas carbone autant que possible. Voilà, merci encore à tous les intervenants et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de télécharger sur le site de l'ANRU le carnet énergie carbone dont on a discuté en tout début de séquence. Ah, j'avais un problème de micro, je crois. Pardon. Donc, il me restait juste à vous remercier tous, encore une fois, nos intervenants pour leurs interventions particulièrement passionnantes, et puis nos participants. Et vous savez que vous pouvez continuer à échanger sur la plateforme des GRU. L'espace de rencontre thématique vous attend. Donc, si vous souhaitez avoir encore des discussions autour de cette thématique, vous pouvez le faire sur la plateforme Espace Rencontre thématique. Voilà. Eh ben, bonne fin de journée à tous et ben, continuez à aller surfer sur notre plateforme et trouver encore d'autres ateliers et d'autres sujets à explorer. Merci bien à tous. Au revoir.